Michael Olise, que tu as eu pendant un an à peu près. Les deux. Ouais, c'est ça. Les deux, mais ouais, les deux aussi. Michael Olise pendant 2 ans quasiment. Non, un an, Michael. Juste l'année des JO, ouais. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire de Michael Olise? Nous, on voit un jeune homme timide. Évidemment, on le voit le week-end avec le Bayern, et il est phénoménal. C'est un titulaire indiscutable maintenant au FC Bayern. Comment tu vois son évolution au sein de l'équipe de France surtout, et quelle est sa marge surtout selon toi? Ouais, il est timide, et moi, il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, avec le souci qu'on a aujourd'hui en France avec les binationaux, il y a toujours des joueurs qui sont tiraillés entre je veux, je ne veux pas, je peux, je ne peux pas, parce qu'il y a aussi, aussi beaucoup de ça. Lui, il faut remettre les choses au moment où elles se sont passées. Il est en partance pour le Bayern, donc c'est peut-être le jour le plus important de sa carrière, quoi. Il part de Palace, avec tout le respect que j'ai pour Palace, aller au Bayern. Bayern nous refuse Matistel, et donc en fait on se dit qu'ils vont sûrement nous refuser au lycée. Parce que c'est les espoirs. C'est les espoirs pour jouer la compétition, les JO. Et en fait, il arrive là-bas et il dit en fait, moi je suis OK. Par contre, une des conditions, c'est que je puisse terminer l'aventure des JO. Et en fait, c'est important de montrer l'amour qu'il a pour le maillot, parce qu'aujourd'hui, on voit ce que ça représente. On sait que ces jeunes sont tiraillés, l'entourage ou des envies de voir ailleurs, ou peut-être pas assez de confiance pour justement aller chercher. Lui, il aurait pu jouer pour l'Angleterre. Ouais, le sélectionneur de l'Angleterre avait dit s'il veut, il vient, il sera titulaire. Il jouera. Il aurait fait même l'Euro. Il aurait fait l'Euro. Parce qu'il fait une fin de saison à Palace exceptionnelle. Il est précis. Donc ça, je trouve que c'est important à mettre en avant pour montrer. En fait, il t'en a parlé de ça. Pourquoi la France? Il en a déjà parlé en interview. Parce qu'il a plein de souvenirs gamins de l'équipe de France. Celle qui l'a fait rêver. Sa mère est de Toulouse. Les Toulousains, c'est des gentils gens. Non, mais il est amoureux de ce maillot pour une raison qui lui appartient. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de qualité pure de joueur, c'est juste phénoménal, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en général, ces joueurs-là qui ont vraiment cette patte, il faut toujours les pousser pour aller chercher des statistiques sans ballon, les pressings, le contre-pressing, le travail défensif. Lui, c'est un mec, en fait, il rechigne pas. J'ai fait un petit rapport à la fin des JO et je regardais, il était toujours dans le top 3 des joueurs qui font les efforts. Et moi, je trouve que ça, c'est incroyable, un peu à l'image de Griezmann, quoi. Et donc, en fait, il rentre vraiment dans le schéma de Didier Deschamps, avec cette qualité pour faire la différence allant de l'avant, mais aussi se sacrifier pour les adversaires. Du coup, pour toi, c'est quoi son poste? Tu préfères en 10 ou sur un côté? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la place du numéro 10, je pense que c'est plus un 10 hybride. Tu vois, quand tu l'imagines dans un schéma à la Enrique ou Pep, où il va pouvoir de temps en temps dézonner et partir un peu sur le côté. Parce que, par exemple, on joue contre la Guinée au JO, et c'est un match où en fait, ils sont à 5 derrière, un peu comme le match qu'on a vu hier avec l'équipe de France. Et même si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est très difficile de jouer contre des défenses à 5. Il y a peu d'espace. Donc, bloc bas comme ça. Voilà, à ce moment-là, il te faut des joueurs qui arrivent à te faire sauter un petit peu dans le 1 contre 1. Et donc, on est avec Thierry, avec Gérald, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et au final, on décide de dézoner Michael sur la droite en disant à 1 contre 1 va faire la différence. Sur le deuxième ballon qui touche, il fait la différence, il délivre un centre pour Sildilia, et 1-0 on gagne. Et donc en fait, c'est ces joueurs-là qui sont aussi performants à l'extérieur que dans l'axe, mais c'est un joueur qui peut absolument tout faire. Et donc, en fait, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas un petit problème, justement, aujourd'hui dans le football moderne, parce que Michael Olise, tu le décris, mais j'ai l'impression que tu pourrais parler de Désiré Doué. Il y a ce genre de joueurs qui sont ultra talentueux, plutôt intelligents, comme tu as dit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, le fait d'être hybride, en fait, on disait avant, quand tu es un peu bon partout, tu es aussi un peu excellent nulle part, tu vois. Et donc, est-ce qu'il est vraiment numéro 10? Est-ce qu'il est vraiment joueur de côté? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est un attaquant? Je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que moi j'ai connu un joueur, Milner, à l'époque c'était ça, c'était un joueur qui était bon partout, pas extraordinaire quelque part, et du coup en fait il fait une carrière extraordinaire, mais une carrière où il s'est pas vraiment imposé sur un poste. Aujourd'hui on n'est même plus dans le jeu de position, on est dans le relationnisme en fait. Et donc en fait aujourd'hui, rares sont les équipes qui arrivent à le faire, mais on voit que les équipes qui touchent la perfection, comme Paris l'année dernière, City il y a quelques années, c'est des équipes qui demandent aux centraux de devenir 6, aux latéraux de devenir 6, aux latéraux d'être ailiers. Et donc en fait, quand on parle de joueurs hybrides, c'est ces joueurs-là qui arrivent à quelque part te donner 2-3 situations, 2-3 positions. Et en plus de ça, moi j'ai envie de dire que c'est un peu le football d'aujourd'hui, parce que même les clubs avec un backup financier pas top, qui ne peuvent pas aller chercher des joueurs, doivent former ces joueurs pour avoir 2-3 solutions. Donc en fait, voilà, ils rentrent exactement dans ce type de joueurs. Pour revenir sur le cas Michael Olise, j'aimerais m'appuyer sur l'analyse de Gaël, parce que moi je suis un peu perturbé en fait par Michael Olise, parce que c'est un joueur bien évidemment qui est déroutant, qui a un talent exceptionnel, qui fait un début de saison canon avec le Bayern Munich en étant décisif, surtout devant le but. Et je trouve que par rapport à ce qu'il fournit au Bayern, il
n'y a pas assez de bruit médiatique parce qu'il y a une confidentialité sur le championnat. Je pense que s'il fait ça en Première Ligue ou dans un très très gros club, c'est différent. Maintenant, prenons le cas de Michael Olise en équipe de France. Moi, je sors de ce rassemblement en me disant, purée, le mec, il est capable de faire des choses exceptionnelles avec le ballon. On l'a vu encore hier, hein, même s'il donne un ballon de but avec une déconnexion mentale. Ça frappe sur la barre, ça passe pour Marcus Thuram, ce qu'il fait sur le premier match contre l'Ukraine dans les 30 premières minutes. Mais j'ai l'impression, en fait... C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est vrai que je te dis que c'est énorme ce qu'il peut réaliser avec le ballon. Maintenant, il y a aussi, j'ai l'impression, quand je regarde ces matchs-là et quand je sors de ce rassemblement, en fait, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand on parle d'équipe de France, joue cette équipe de France à 4 attaquants, moi je ressors de ce rassemblement en me disant encore une fois que c'est pas un numéro 10 et que c'est un joueur de côté. Pour moi c'est un MOD, c'est un milieu offensif droit, capable de rentrer dans l'axe avec sa patte, de pouvoir délivrer un ballon dans n'importe quelle position. Par contre, avoir le contrôle du jeu pendant, je vais pas dire 90 minutes parce que c'est excessif, mais pendant au moins 1 heure de jeu, ne pas disparaître pendant les rencontres, et c'est ce que j'ai ressenti moi contre l'Ukraine. 30 premières minutes de très grande qualité, quand l'Ukraine va très très bien, je trouve qu'il disparaît du match et qu'on est en difficulté et que même le double pivot Koné et Tchouaméni est un peu laissé à l'abandon. C'est pas le seul responsable, mais si on fait la comparaison avec Griezmann notamment, qui jouait dans ce poste-là dans ces très belles années avec l'équipe de France, il y avait un jeu de continuité un peu plus présent sur le long terme. Et c'est ça que toi tu dis que tu le vois avec un gros coffre physique, et je me posais la question, on en parlait avec Jimmy pendant toute la journée, est-ce que c'est un problème physique, est-ce que c'est un problème mental, est-ce que c'est de la flemme, est-ce que c'est de la fainéantise? Ça s'appelle l'animation, c'est ce dont j'essayais de te parler tout à l'heure. Moi, je pense que parce que moi, par exemple, juste pour terminer, Michael Olise en 10 en équipe de France, sur le long terme, c'est-à-dire au très très haut niveau, comme contre l'Espagne, comme contre l'Ukraine, j'ai du mal à y croire sur l'aspect compétitif, sans ballon. Avec, il va être très très bon. Sans le ballon, j'ai des doutes. Non, moi je pense que tu allais le dire, Kevin. Je pense que l'exemple que je peux te donner, c'est un peu comme Ake à City. Ake, quand ils font, il y a 2 ans, la saison où ils font absolument tout, il joue arrière gauche, et pour moi, il fait partie des 3 meilleurs en Europe. Tu le sors de cette structure et tu le mets arrière gauche dans n'importe quelle équipe en Europe, c'est un joueur, je vais pas dire moyen, mais déjà, c'est pas un arrière gauche. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que ces messieurs comme Guardiola et Luis Enrique et compagnie fait partie de ces mecs-là, je pense. C'est la nouvelle génération de coachs qui aiment ce type de football. La structure est tellement forte que le joueur va briller. Ce joueur-là, en fait, dès que tu le laisses en possession, il va toujours avoir une demi-seconde libre et il va te faire la différence. Et pareillement, quand tu perds le ballon au Bayern de Munich, il n'y a pas de question. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est de suite, en fait, il y a les 5 secondes, on récupère le ballon et c'est vraiment tout le monde. Moi, je me souviens, je regarde leur match, c'est vraiment les centraux sont dans la partie adverse, les latéraux sont sur les latéraux, et donc en fait, tu vois ce que tu as envie de voir parce que tu demandes quelque chose à ton équipe. En équipe de France, on sait que c'est pas encore ça. Je pense qu'on va y arriver parce qu'on sent qu'il y a cette intention d'aller un peu plus haut, d'aller chercher plus haut, mais je pense que tu peux seulement voir réellement ce qu'un joueur va te donner par rapport à ce que ton coach va te proposer, va te demander d'aller chercher. Et c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, tu as raison. Donc le responsable, c'est Deschamps. Non, c'est pas le responsable. Disons les termes. Non, mais moi, je l'ai fait dans mon avis tout à l'heure. Moi, je ne veux même plus l'incriminer de quoi que ce soit, puisqu'il est comme ça. Il ne va pas changer. Par contre, si tu parles de la suite, moi, en effet, c'est pour ça que j'ai posé la question à Gaël. Est-ce que c'est un... Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais en fait, tu sais la heatmap. Pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Où est-ce que les joueurs touchent le ballon? Et pour moi, on a maintenant les 5 couloirs de Guardiola que tout le monde visualise à peu près. Lui, il est dans l'interespace, donc droit du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans l'interespace entre le couloir latéral et le couloir central. Mais quand tu es numéro 10, c'est pas facile de venir là. C'est plus facile d'y venir quand tu es ailier, parce que le latéral, il va pas beaucoup te suivre comme ça. Et donc tu viens et tu es souvent fuyant, comme faisait Messi, comme faisaient beaucoup de joueurs comme ça, qui jouaient pied gauche, faux pied, qui rentrent, ou Robben, ou Ribéry au Bayern. Mais ensuite, c'est l'animation collective qui va permettre aux joueurs de... Et je finirai juste par mais le fait de disparaître... Moi, la question, c'est... le fait de disparaître parce que collectivement, tu es moins bien. Si tu es dans un temps fort, tu vas le voir. Si l'équipe est dans un temps faible, tu auras plus de... Est-ce que c'est pas rédhibitoire au très haut niveau? Pour schématiser, c'est ça en fait. Si tu es numéro 10 et que tu joues contre hier, ils étaient un milieu à 3. C'était 5, l'Islande, ils étaient à 3. Mais en fait, si ton 10 est sur le côté droit, tu as la sentinelle qui va être sur le côté droit, sur le 10, et il n'y a pas de problème. Si tu arrives à créer justement cette incertitude autour du 6, avec un attaquant par exemple, ou ton ailier qui rentre pour libérer effectivement le couloir, peut-être que maintenant tu as 2 10 autour de leur 6. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le 6? Est-ce qu'il va aller sur Olise
et laisser Marcus Thuram seul, ou est-ce qu'il va rester sur Thuram? Mais là, Gaël, tu parles avec le ballon. Moi, je parle comment aider ce double pivot quand tu vas être dans la machine à laver contre l'Espagne, contre l'Argentine. C'est ça qui m'intéresse. L'objectif, ce serait de ne jamais être dans la machine à laver. Oui, mais tu peux pas, c'est pas possible. Les gars,